bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est Maxime. On est de retour après 2 semaines sans débriefing et cette petite pause internationale. Donc voilà, je suis avec la Dream Team, hein, comme d'habitude. Salut Vincent. Salut Max, salut à tous. Salut Franck qui est dans sa plus belle décoration. Salut les amis. Et salut Kylian. Bonsoir messieurs, et j'ai vu dans ton émission avec Franck que tu n'as pas osé dire que le nouvel habillage était fou et tout. J'ai apprécié cette petite pudeur, mais quelle classe quand même, quel style. Bravo Maxime et bravo à ton graphiste aussi, c'est très qualitatif. Voilà. Bon, écoute, je t'avoue, ça, c'est que moi. Je vais un peu me vanter. Le graphiste, il n'a rien fait, Quentin. Mais ça. Bon, et après, tu as déjà des petits fans, Mathéo, avec la petite musique d'intro. Il dit trop cool, la musique, c'est bien. Écoute, Mathéo, c'est la musique de Kylian, parce que voilà, Kylian est aussi artiste musicien dans sa vie privée. Donc voilà, il nous a fait un petit montage. Donc on essaiera un peu de changer de temps en temps, parce que sinon, c'est vrai que vous risquez de l'avoir trop en tête. Mais voilà, c'était un beau petit début. Au niveau du petit menu pour ce soir, donc attendez, je reprends mes petites notes. Donc, comme d'habitude, débrief du match contre Stuttgart. On expliquera aussi la grève des ultras qui a eu lieu dans tous les stades en Allemagne. On parlera aussi de la Mannschaft qui va direction aux USA pour la Coupe du Monde. On parlera de ce qui est tombé ces derniers temps, dernières heures même. C'est Watzke en tant que président du Borussia Dortmund. Et on parlera également du prochain adversaire qui est Villarreal. Voilà. Écoutez, les gars, on va commencer direct. Peut-être Vincent, Franck, comme vous avez fait le déplacement, s'il y en a un qui veut nous expliquer un peu le petit moment passé sur place. Je vais déjà commencer. Après Franck, je pense qu'il pourra aussi exprimer sa joie. On a passé un super moment déjà tous les deux. On est parti à 7 heures. La route, c'était plutôt agréable. C'était plutôt agréable parce que il y a eu pas de problème sur la route. On est arrivé sur les coups de 10h30 et on a été direct à la boutique, hein, parce que de toute façon, il faisait moins 7, je crois, il me semble, moins 6, moins 5, moins 6, moins 7, je sais plus, mais il faisait très, très froid, en tout cas pour nous. On a été se réchauffer avec un bon petit café. On a fait un petit tour dans la boutique où on a vu 2-3 petits trucs intéressants. Et de là, on est parti donc au Strobels, comme on a l'habitude d'aller maintenant, hein. Et on a été se manger une petite currywurst en attendant d'aller dans le stade, parce qu'il a ouvert 2 heures avant le coup d'envoi. Ensuite, installation et puis début du match. Voilà, c'est ça, bien résumé. En plus, Franck, t'étais bien situé, une belle petite place au bord du terrain. Oui. D'accord. Il ne va rien me dire de plus. Il est en forme, bien envoyé. J'aurais pas dit mieux. Dis-nous, c'est quoi ces petites oreilles là que tu as sur la tête? Je suis la reine ce soir. Ah, d'accord. Ok, pardon. Je suis la reine, la Lady Boy avant ça. Ah, d'accord, ok. Mon Dieu. Trêve de plaisanterie. Donc moi je suis parti hyper tôt. Je précise, on n'avait pas moins 7 à Dortmund, hein. On avait moins 7 de départ de chez nous. À Dortmund, quand on est arrivé, il y avait 1 degré. Hein, je veux dire. Ah, pardon, excusez-moi. Mais bon, il faisait quand même un peu froid, ça allait. Oui, donc j'ai hérité d'une place au bloc 40. Hein. Donc moi je suis parti de la région Strasbourg vers 4h30 du matin pour retrouver Vincent juste un peu avant 7h. Hein. Route parfaite, dégagée, magnifique. Il n'y avait pas beaucoup de gens sur la route, hein, pour une fois. Franchement, c'était vraiment un déplacement très très facile. Après, Vincent vous a réclamé. On n'a pas mangé une currywurst, c'était une Krakauer-Wurst. Ah oui, c'est vrai. Un peu différent que la currywurst normale. Vous voulez essayer autre chose, faire découvrir à Vincent la Krakauer qui ne connaissait pas. C'est une saucisse un peu différente, hein, de la bratwurst. Et oui, par un concours de circonstances,
Vincent a hérité de ma place. Moi, j'ai hérité de la place de Vincent. Et voilà. Et au bout du compte, je me suis retrouvé en bloc 40 où il y a beaucoup de vieux, je veux dire. Et juste pour le contexte, ils sont un peu vraiment très anti-ultra, je veux dire. On a senti. Ouais. Je veux dire, mais après, c'est la mouvance générale des gens un peu plus âgés à Dortmund, quoi. Je veux dire, tu vois bien qu'il commence à y avoir une belle scission. Et c'est pour ça aussi que l'ambiance au Westfalenstadion n'est plus aussi bonne depuis des années. Il y a une scission entre la fan-scène ultra et les fans ou spectateurs du BVB, quoi, je veux dire. Et dans le bloc où j'étais, je l'ai bien senti, quoi. Je veux dire, personne ne comprend vraiment cette grève dans ce bloc, en tous les cas, mais c'était un peu général quand tu entendais un peu le dire. Bon, voilà. Mais c'était vraiment très agréable de partager avec Vincent. On a pu beaucoup parler de choses et d'autres et un peu de notre expérience du Borussia Dortmund, de chacun, quoi. Et le retour était sympathique aussi. La dernière heure un peu longue parce qu'on était fatigués et frustrés par ce résultat, somme tout logique, je dirais, vu la prestation, je pense, de Stuttgart qui était pour moi meilleure que la nôtre. En tout cas, eux, ils ont un fond de jeu, ils ont un entraîneur qui sait où il veut aller. Et je trouve qu'on s'en tire bien avec un match. Ouais, Voilà. c'est clair. On va en parler. Tiens, j'ai un beau petit message à te faire lire de la part du président des Galiches, Joël, qui me dit par rapport là où tu étais situé dans le bloc, au niveau de l'âge, tu as pas fait tâche dans le paysage. Bah, j'étais le plus jeune, je tenais à le dire, parce qu'au-dessus, voilà, ils tu vois, Joël, ils mauvaise étaient langue. tous au-dessus de 65 à 70. D'accord, ah ouais, donc Mais- c'est mais les juste bons papis de pour, Dortmund, quoi. Juste pour agrémenter les propos de Franck, c'est vrai que ça fait déjà une bonne paire d'années maintenant que on a quand même un public avec une grosse ferveur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge. Et bon, moi, il y a énormément de personnes comme moi. Moi, j'aime bien me lever quand il y a une action. Et puis, il y en a beaucoup qui nous demandent de nous asseoir, quoi. Et c'est relativement chiant. Bah ouais, c'est clair. Bon, après, tu es au stade, tu es là pour vivre le moment, quoi. Si tu dois rester assis, autant être dans le canapé et au chaud. Donc voilà. Exactement, c'est la conclusion que je voulais apporter. Ouais. Voilà, bah écoute, je t'ai mangé les mots avant. Donc bon, bah écoutez, merci les gars pour le petit débrief de votre déplacement. On a du coup Aurélie, Val qui nous écoute, Mathéo, Joël, Erwan, Alex aussi. Donc ils sont un peu tous là, les personnes qui nous écoutent à chaque fois. On va commencer par par le sujet, le débrief du match contre Stuttgart. Et on va attaquer directement avec la composition d'équipe. Bah écoute, Kylian, on t'a pas encore entendu parler, donc je vais juste dire la compo, puis après je te laisse la parole. Donc au niveau de la compo, on était sur Kobel dans les gardiens, dans défense centrale, Schlotti, Chan et Anton. À droite, Ryerson. La petite surprise à gauche, c'est Bayer à la place de Svensson. Dans l'axe, Nmecha, Bellingham. Et à l'avant, à gauche, Choupo-Meka, à droite, Brandt et l'attaquant guinéen Guirassy tout devant. Kylian, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup, de cette compo? Peut-être surtout le cas Bayer qui a été piston gauche. Moi, j'en attendais beaucoup, moi, de cette composition de Kovac, parce que pour moi, c'est la première composition de l'après-City, l'après-Hambourg, l'après-Trêve, où il a vu le plafond de son approche technique et surtout tactique, d'ailleurs. Donc, sur les trois de derrière, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, c'est pas là qu'il y a les incertitudes. Ryerson, il joue, et moi, je suis très content qu'il joue. Moi, j'aime beaucoup. Mais quand je vois que Svensson ne joue pas, parce qu'effectivement, il a joué 2 matchs complets avec la Suède, il en a fait un très très mauvais et un très bon, mais qu'on met Bayer piston gauche, pour moi, Couteau, il a la lèpre, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Je pense que Couteau, il a une maladie infectieuse, il rentre même pas d'ailleurs. Et c'est pas pour mettre une balle sur Bayer, parce qu'il était super, mais je pense qu'il est vraiment très apprécié par Kovac, quoi, parce qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est peut-être un des gars qui a le moins de certitude dans son jeu, qui se cherche tout le temps.
et à n'importe quel prix, qui apporte très peu, qui perd tous ses duels. Alors, il a la volonté, il a la vitesse, ça, d'accord. Mais bon, le faire débuter piston gauche, à la base, il a joué un match ici, c'était pour faire souffler Svensson, quoi. Donc, bon, ça pose des questions sur quelle implication pour Couto, en fait, dans l'équipe, puisqu'il joue plus aucun rôle, alors que autant l'année dernière, il était vraiment mauvais tout le temps, autant là, depuis qu'on a commencé cette saison, il a tout le temps été bon. Donc, bon, étonnant, effectivement, de voir Bayer. Maintenant, Mecha Bellingham, ça, c'est la grosse satisfaction pour moi, de voir ce double pivot-là, parce que je ne veux plus voir Gross ni Sabitzer. Et en fait, je pense que Gross et Sabitzer, ils ne représentent pas le présent. Et en fait, et surtout, ils ne représentent pas le futur, parce que Gross, dans 6 mois, il est à la retraite. Hein. On parle d'un gars qui est à 6 mois de sa retraite. Donc, Bellingham, sur ce qu'il a montré, franchement, il n'y a rien de moins bon que ce qu'a monté Gross ou ce qu'a monté Sabitzer. Donc, c'est à lui qui doit donner du temps de jeu. Et je suis content qu'il le fasse. Et je suis d'autant plus content qu'il le fasse avec en plus Chukwuemeka. Parce que pour moi, ce triangle-là, Chukwuemeka, Mecha, Bellingham, ça peut être un. Ça sera même, je pense. Peut-être plus dans un Chukwuemeka dans un rôle de 10 plutôt que là sur un côté. Mais ça peut être vraiment un triangle fort sur les mois et les semaines qui viennent. Et du coup, je suis très content d'avoir vu ce triangle-là. Et après, bon, Guirassy, c'est délicat en fait, parce que j'arrive pas à savoir s'il est plus le problème que la solution, ou inversement en fait, tu vois. J'ai du mal à avoir un avis en fait sur Guirassy maintenant, parce que oui, d'accord, devant, on est vraiment pas terrible du tout, et il fait partie de ce problème-là. Mais en même temps, voilà, ses statistiques de but l'an dernier, elles sont magnifiques. Donc, si tu sais lui donner des ballons, les 1 contre 1, il les met. D'ailleurs, même s'il est hors jeu, il le met encore, son face-à-face dans ce match-là. Le problème, c'est que tout seul, il fait rien. Et si tu lui enlèves les buts, d'un coup, il n'y a plus rien. Donc, en fait, il y a des arguments pour et des arguments contre Guirassy. Donc, dans le doute, je comprends que tu le mettes. Par contre, ne pas mettre Adeyemi, sauf si c'est lié à de l'extra sportif, ça, je comprends un peu moins, par contre. Ouais. Après, ça se peut aussi qu'il y ait un peu de l'extra sportif par rapport à ce que... De toute façon, je ne l'ai pas mis dans les sujets, mais on ne va pas en débattre. On en a déjà parlé plein de fois. Voilà, il a eu une amende de 450 000 € pour une box mystère qui lui arrivait chez lui et il n'était pas au courant. Et dedans, il y avait un taser, un coup de poing américain et tout ce qu'il faut. Et... ouais, la sanction, en tout cas, la sanction à Dortmund qui a été un peu annoncée, c'est juste qu'il doit aller faire des entraînements avec des jeunes pour une association de Dortmund, c'est tout. Mais il n'y a pas de sanction de ne plus être dans l'équipe actuellement ou autre. Donc, peut-être que ça se peut que ça soit une petite sanction quand même. Mais bon, au final, on l'a vu, d'être sur le banc et de revenir sur le terrain en tant que joker, ça a quand même assez bien fonctionné. Mais à voir, on verra dans les prochaines rencontres, déjà mardi, s'il sera titulaire. Franck, du coup, toi, sur la compo, que je me souviens un peu des messages, tu étais quand même un peu, c'est lunaire, c'est quoi encore cette compo? Ouais. Bon, avant le match, on en parlait avec Vincent, justement, on pensait que ce serait bien d'essayer un moment quelque chose, je veux dire. Moi, je voulais un milieu Nmecha Bellingham. D'ailleurs, je trouve que Bellingham a fait un très bon match, pour moi, je trouve, meilleur que Nmecha. Après, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Kylian. Couto, il a la gale. Il a sauté la meuf à Kovac, faut me dire, parce que il n'a plus le droit de jouer, le monsieur. Il est une persona non grata. Je comprends pas. Après, Couto est très, très, très beau gosse. Ouais, mais bon. C'est peut-être la cam à Vincent, on ne sait pas. Mais on va enchaîner plein de matchs. On va avoir 6 à domicile, je crois. Couteau, et pourquoi? Et Silva, on en fait quoi? Ce mec a joué, je crois, combien? 100 minutes, 102, je crois. Ouais, un peu plus. En 11 matchs. 116 en 11 matchs, je crois, un truc dans le genre. Mais voilà, quelques minutes près. Mais ouais, soi-disant, c'est la recrue, je veux dire, qui doit être l'après. Pour l'instant, il est après le match, mais pas pendant le match. Ouais. Je ne comprends pas. Je veux dire, Bayer, c'était une surprise. Je n'ai pas trop compris parce que déjà contre Augsbourg, il l'avait mis. Bon, oui, si c'est pour faire souffler Svensson, ok. Mais tu peux faire jouer Ryerson à gauche aussi et mettre Couteau à droite.
Derrière, bon, j'ai rien à dire. Je veux dire, OK sur la compo. Après, ouais. Hey, j'ai pas compris Brandt à droite. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Brandt? On le re-signe ou pas? Je veux dire que j'ai du mal et le coaching de Kovac. Et alors, les remplacements, quoi. Je veux dire, on va enchaîner tellement de matchs. On les a fait à quand? En combienième par minute? Je dis, mais il faut arrêter. Silva joue 4 minutes. Mais, non, je comprends pas, quoi. Je veux dire. Ouais. Content bien de Mencha Bellingham parce que c'est vrai que Sabitzer, vu là où j'étais placé, je regardais Sabitzer s'échauffer. L'envie de ce gars, ah bah dis donc, waouh, c'était fortiche. Autant les autres, lui, il en avait vraiment rien à faire. Hein. Ce que lui demandait le co-traîneur, il le faisait d'une façon, mais d'une nonchalance. J'ai trouvé ça aberrant pour un professionnel, quoi, hein, je veux dire. Donc, ouais, à part le truc un peu Bayern, mais encore, il fait un bon match, j'ai rien à dire hein, sur ce poste-là. Mais je ne comprends pas Couteau, pourquoi on ne l'utilise pas. Choupeau, je trouvais que c'était bien dans lui. Enfin, avec les trois, là, moi, j'aime bien, quoi, je veux dire. Guirassy, oui, mais quand tu regardes son match, il ne travaille pas comme un 9. Tu as l'impression qu'il travaille plus comme un 10. Parce que souvent, Il tu voyais descend plus tout le temps, ouais. Ouais, c'est ça. Tu voyais plus Brandt devant et Guirassy derrière, quoi. Il fait pas un mauvais match, Guirassy, mais alors bon, je veux dire, c'est quoi? C'est un buteur? C'est ce que demande Kovac ou pas? Je sais pas. Enfin, Bah, bon, bref. ça laisse un trou devant, du coup, quand tu dois partir en contre-attaque et autres. Et tu le vois, il doit resprinter pour arriver. Donc, au final, il se fatigue un peu pour rien. Et après, il fait ça depuis toute cette saison. Donc, est-ce que c'est Kovac qui lui a demandé de faire ça pour permettre aux deux pistons après de repiquer dans l'axe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Et après, bon, oui, ADMI, quand tu vois ça rentrer, bon, je comprends pas trop. Alors, il doit y avoir un truc sûrement suite à son affaire, quoi, je veux dire. Bon, en tout cas, sur la compo, je veux dire, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas sur la compo que ça me dérange, parce qu'à la limite, si c'est les mecs du moment ou ce qu'on demande, où il y a un schéma, il n'y a pas de souci. Après, on en reviendra quand on parlera sur le déroulé du match. C'est plus après sur le, je veux dire, sur ce que Kovac veut ou veut pas, ou je sais pas, ou enfin, j'ai du mal à comprendre. Quoi. Ouais, ça c'est clair. Vincent, du coup, pour clôturer sur la compo, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, hein, moi, à l'instant où je découvre la composition, je suis pas forcément surpris, hein, parce que je suis plus un petit peu, enfin, pas forcément déçu, mais Franck me montre la composition, je me pose des questions, quoi. Je me demande pourquoi encore une fois Bayer sur le côté gauche qui remplace apparemment Svensson. Donc je me demande encore pourquoi Couteau, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi toujours pas titulaire dans cette équipe. Alors que bon, dans mes souvenirs, il me semble qu'il n'est pas sur des mauvais matchs. Hein. Au contraire, il était vraiment en train de progresser par rapport aux prestations qu'il nous avait fournies l'année dernière. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait, ce joueur, mais bon, ça, il y a des choses qu'on ne sait pas apparemment. Mais là où je rejoins aussi Kylian, c'est que je suis quand même assez fan du triangle Nmecha, Bellingham et Chukwuemeka. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste sur leur titularisation pour que ça puisse porter ses fruits dans l'avenir. Je veux dire la défense. Bon, il y a rien forcément. Il y a pas quelque chose à dire. Après, Brandt, encore une fois, pourquoi pas essayer avec Silva, qui a joué que une centaine de minutes depuis le début de la saison. Et lui aussi, il faut souligner que les entrées qu'il a fait les derniers matchs, il a pas fait une mauvaise prestation. Donc j'aurais quand même voulu qu'on essaye avec lui. Donc on va dire que sur cette composition-là, je suis un peu dubitatif. D'accord. Ok. Ouais, c'est vrai que Silva, ça reste quand même un gros point d'interrogation, surtout il est resté toute la pause internationale chez nous, comme Guirassy. Et c'est vrai que, surtout au vu du match, il fait, je crois, le premier changement, c'est Svensson. Il fait un apport défensif que de faire un apport offensif, on est sur un score de 2-2, hein, je crois, à ce moment-là, si je dis pas
de C'est bêtises. pas sur un apport défensif, il change pas le schéma de l'équipe parce qu'il demande à Bayer de remonter et Svensson prend son poste. Quoi, je veux Ouais. dire. Donc c'est quelque chose de neutre, mais je veux dire, mais c'est pas un apport offensif. Quoi. Je comprends Oui, pas. surtout que Bayer, il a joué quasiment il a joué l'intégralité du match, donc tu sais qu'il va être fatigué aussi. Donc en plus le mettre, tu mets pas du sang frais, je veux dire, en attaque. C'est surtout dans ce sens-là. Écoutez les gars, on va enchaîner directement avec la rencontre. Tout le monde l'a vu, hein, le résultat, hein, un 3-3 avec but de Chan sur penalty, Bayer à la 41e et Adeyemi à la 88e. Et je pense que beaucoup de monde va haïr ce joueur pendant quelques temps, mais Undav qui met un triplé pour Stuttgart. On va se couper le match en deux avec première période et la seconde. On continue un peu dans la série noire, hein, contre Stuttgart, parce qu'on était sur 6 matchs sans victoire, toute compétition confondue. On enchaîne une 7e avec un match nul. On peut peut-être commencer par le premier quart d'heure. C'est vrai qu'on en parlera après. Il y avait la grève des ultras des deux côtés qui ont fait aucun chant. Et c'est vrai que ça, je pense que vous qui étiez sur place, ça devait être assez bizarre de voir un silence de cathédrale. Parce qu'en tout cas, à la télé, on entendait vraiment un silence. Il est venu le temps des cathédrales. Pardon, excusez-moi. On n'est pas à The Voice, hein, c'est pas Star Academy, c'est le vendredi soir, Franck. Excusez-moi. Je voudrais refaire le même tour. Kylian, je commence avec toi. Première période, qu'est-ce que tu en as pensé? Première période, c'est vrai qu'elle est facilement scindable en fait, hein, cette première période, parce que Stuttgart met de suite beaucoup plus d'intensité, de vitesse que Dortmund. À la fin de la première période, ils ont fait plus de passes aussi, mais par contre, en termes d'opportunités, c'est la période qu'on a le mieux maîtrisée, quoi. Tu vois, on finit la première période, il y a 11 tirs à 4. J'ai trouvé globalement que, surtout le rôle de Bayer, en fait, sur le côté, a été particulièrement intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est un truc sur lequel tu vas capitaliser. Et surtout, moi, je ne suis pas fan de mettre un... Alors, je sais que dans le football moderne, tu as tendance à mettre tes offensifs un peu sur leurs faux pieds, tu vois. Tu mets les droitiers à gauche et les gauchers à droite. Mais le truc, c'est que Bayer, c'est un piston, quoi. Il joue aussi le rôle du latéral et il est droitier. Donc, le mettre piston gauche, même si, franchement, dans l'impact défensif et tout, il a été bon, franchement. Quitte à le mettre piston, j'aurais préféré peut-être le côté droit, mais bon, ça c'est du détail. Et puis au final, il me donne tort parce que c'est peut-être le meilleur joueur de Dortmund au final. Moi, j'ai trouvé que par exemple, Mecha, il passe complètement à côté de son match. C'est peut-être celui que je mets le plus en exergue sur ça. Je l'ai trouvé vraiment très, très, très mauvais. Je ne sais pas s'il a gagné un duel du match. Je l'ai trouvé particulièrement absent. Parce qu'après, en face de lui, il y avait aussi un très très bon Angelo Stiller. Hein. Il a fait un super match, Angelo Stiller. Mais Mecha, il a manqué, ça s'est vu, parce que souvent tu passais sur les côtés, notamment du côté de Bayer et Chukwuemeka, où ça marchait plutôt bien. Brandt, c'est très en demi-teinte, quoi, parce qu'il y a des fois où sur le jeu offensif, il est pertinent, et en même temps, il n'a aucun impact défensif, quoi. J'ai du mal à évaluer un peu sa performance à Brandt, quoi, parce que franchement, il offre quasiment 2 passes décisives. Hein. Ça rentre pas au final. Mais voilà, pour moi, il nous coûte un but, mais ça, on en parlera après. À la fin, si tu reviens avec 2-0, c'est que tu l'as quand même mérité. Le penalty sur Schlotterbeck, je regrette qu'on n'ait pas eu plus d'images. C'est limite, hein, c'est pas une grosse faute, hein, je trouve. Hein, c'est pas... rien, franchement, c'est un cadeau. Quoi. C'est cadeau. Hein, les deux buts sont un peu cadeaux quand tu regardes, parce que tu as le penalty, et le deuxième, c'est Nubel qui se vautre un peu sur son arrêt, et du coup, Bayer suit derrière pour la mettre au fond. Donc, il a été malin. Hein. En fait, sur les buts, sur le penalty, moi, ce que j'aurais aimé voir sur l'action de Schlotterbeck, c'est est-ce que Schlotterbeck fonce dans le mec? Auquel cas, pour moi, il n'y a pas penalty du coup, parce qu'il est juste là, c'est lui qui lui fonce dedans. Ou est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des jambes, en fait? Non, et on l'a pas vu, en fait.
Si tu le vois sur des autres caméras, j'ai vu d'autres vues, le gars de Stuttgart, il fait nullement. Normalement, ça doit être une faute intentionnelle. Il n'y a pas d'intention de faire faute parce qu'il ne tacle pas. Il est dans sa course en reculant, et Schlotterbeck en reculant, lui en avançant. Ça se télescope, quoi, je veux dire. Est-ce qu'il y a eu VAR? Je crois qu'il y a eu VAR et confirmation du penalty en plus. Hein. Ouais. Je crois. Enfin, VAR, pas vraiment, parce que oui, enfin, ils ont revu à la VAR, mais l'arbitre n'a pas checké, donc il n'y a pas eu de contestation. Donc, ils étaient d'accord pour le penalty, quoi, je veux dire. Et c'est Undav qui est à l'origine. Hein. C'est Undav qui fait la faute. Et après, sur le second, un truc que j'aimerais un peu souligner, c'est la course que fait Anton sur le second but. Il fait un sprint de 70 mètres. Il voit l'action avant tout le monde, en fait, parce que ça part de très très loin. Ça part du rond central à peu près où Bellingham oriente sur Ryerson. Et avant même que Bellingham transmette à droite, Anton, il fait une course quasiment au poteau de corner pour après la mettre en retrait à Guirassy. Guirassy qui frappe. Et effectivement, après, Bayer, il provoque un peu aussi la réussite parce qu'il a le mérite de ne pas lâcher. Et puis, on l'a dit ici, hein, c'est quand même un gars qui est particulièrement malchanceux, maladroit aussi, surtout Bayer, c'est vraiment le mot. Là, je suis content pour lui, et puis pour le club, que la pièce tombe du bon côté. Pour lui particulièrement, ça peut lui faire que du bien. Mais le 2-0 à la mi-temps, au vu de ce qu'a proposé Stuttgart pendant la première moitié, on va dire, c'est quand même très bien payé. Hein. Oui, c'est clair, c'est bien payé. Parce que quand tu regardes la première demi-heure, elle est clairement pour Stuttgart. Ouais. Et je pense que même un petit 1-0 pour eux au bout de 30 minutes, ça aurait pas été non. Ça aurait été respectable. Donc après, Vincent, toi, du coup, sur la première période sur place, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah après, moi, voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais moi, au vu de ce que j'ai regardé, enfin, de ce que j'ai vu, je veux dire, j'ai vu j'ai vu quand même un Borussia Dortmund avec des intentions un petit peu plus nobles, mais on voit franchement. Pardon? Non. J'ai pas parlé non plus. J'ai cru que quelqu'un avait parlé. Donc avec des intentions un petit peu plus nobles, mais c'est vrai que j'aurais aimé. Je suis persuadé qu'avec d'autres joueurs, ça aurait été un petit peu plus intensif en termes d'attaque, parce qu'on voit vraiment que attendez voir. On l'a perdu. Allez. Franck, vas-y, à toi. Ah non, pardon. Il m'a fait bugger. Il y a quelqu'un qui a appelé. Okay. Ah d'accord. Écoute Franck, moi je suis avec toi si tu m'entends. Parfait, le duo magique. En fait, comme d'hab, c'est toujours toi et moi. C'est toujours toi et moi à la fin, tu vois. Moi j'ai hâte que Maxime revienne et qu'on arrive à ce moment où il dit « Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ?» c'est excellent. Bon, l'interlude, je veux dire. Bonjour, vous êtes bien sur le Space. J'aime beaucoup ce que tu fais, Franck. Voilà, j'ose pas le dire en présence des autres. J'aime beaucoup. C'est moi, je suis revenu. Vous êtes sur la messagerie de la CAF. Pour vos invitations, tapez 1. Pour essayer de joindre Dory, tapez 2. Picsou est revenu. Oui, voilà, je suis là. Moi, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Fort et clair. C'est magnifique. Bravo, Kylian. Et Kylian, c'est un dieu. C'est un dieu. Il a dit, j'attends le moment où Maxime va dire, vous m'entendez? Mais c'est toujours le même qui nous fait bugger là à chaque fois avec ses appels ou je sais pas quoi là. Bon alors, je vais venir sur la première période. Je rejoins totalement ce qu'a dit Kylian et les débuts du propos de Vincent. Je trouve 2-0, on s'en tire vraiment très bien parce que sur l'ensemble de la première mi-temps, c'est pas mérité. Après, au nombre de tirs, on a plus provoqué, je suis d'accord, mais s'il n'y avait pas eu ce penalty, où on en serait-on à la mi-temps, quoi? Je sais pas. Ouais, c'est vrai. D'autant que Stuttgart, alors ils ont que 4 tirs en première période. Il y en a qu'un seul de cadré. Mais nous, avant le penalty, il n'y a rien. Il n'y a aucune trace de jeu offensif en fait.
C'est ça, ouais. Excusez-moi. Bah, tu m'as fait bugger, va. Là, je suis vraiment désolé. Justement, ça n'arrête pas de bugger non plus chez moi, donc je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, on s'est tous retrouvés, c'est l'essentiel. Bon, je lui redonne la main, alors, qui nous parle Non, de non, cette... c'est bon, il a tout. Tout dit. Je veux dire, on s'en tire vraiment bien parce que sans ce penalty, je ne sais pas, ça va plus flirter sur le 0-0 à la mi-temps et après, ça donne peut-être pas la même deuxième période, quoi, hein, je veux dire. Mais ouais, je vais revenir, hein, je vais pas faire de... Moi, j'ai trouvé Bellingham très bon. Et pour moi, Nmecha aussi, il est passé à côté de son match. Hein. On l'a pas vu. D'habitude, il fait ses passes laser, il est plus percutant. Là, je l'ai trouvé vraiment discret, comme dit, pas gagner de trucs. Mais j'ai trouvé Bellingham intéressant. Alors, peut-être on a trouvé notre doublette, ce serait bien. S'ils arrivent à accorder leur violon, ça peut donner quelque chose de bien. Mais par contre, c'est toujours un jeu minimaliste. C'est du Kovac dans toute sa splendeur, comme il est passé partout, quoi. Je veux dire, c'est minimaliste. C'est poussif par moments, ça fait pas plaisir, quoi. C'est clair que la première demi-heure, il faut dire les mots, hein, on se fait chier complètement, où il y a strictement rien. Il suffisait d'un but pour que ce match se lance un peu. Donc après, c'est Benjamin Brand qui lance le match avec ce penalty. Merci à lui, parce que bon, je vais pas dire qu'il est scandaleux, loin de là, mais je le trouve vraiment. Quand j'ai regardé les images, j'ai visionné. Waouh! Ouais, bon, bref, je veux dire. Mais après, c'est minimaliste. Hein. Et quand tu arrives à 2-0 à la mi-temps, on en reparlera sur la deuxième, je comprends pas le coaching, quoi. Je comprends pas le coaching, quoi. Je veux dire que. Voilà. Bon. Il fait que 3 changements en plus, hein, comme ça va nous permettre. Oui, et le premier, il y a la 73e. Hein. Ouais, alors, petit Silva, moi, je le compte même pas. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Alors, petite dédicace à notre président Jojo. Hein. Kovac nous fait des primes à la Lulu Favre. Hein. Avec Favre, on avait le droit au changement. On se demandait s'il n'avait pas Alzheimer, dire « Oh, tu as le droit à 3 changements, tu sais ». À l'époque, c'était 3 avant le Covid, quoi, avec Lulu. Et là, franchement, quand tu sais que tu vas jouer mardi, tu vas jouer samedi, Leverkusen, tu joues après en coupe et tout ça, mais fais tourner, mon gars. Il y a un moment, il fallait provoquer quelque chose. Et comme dit Kylian, justement, Brandt, au niveau du travail défensif, ce mec n'ose pas s'approcher à 1 mètre d'un gars. Tu as l'impression que il va me faire mal. Je veux dire, mais physiquement, on sait que Brandt, il n'y va pas dans les duels. Alors, je veux dire, tu le fais jouer d'un côté, on veut quand même un joueur qui percute un moment, quoi, hein, je veux dire, et qui y va, quoi. Le mec, non. Mais comme dit, par moment, Brandt, offensivement, il ramène quelque chose. C'est le seul, quelquefois, qui est capable de les courses en avant et faire les passes, je veux dire, transversales pour essayer de casser une ligne tout de suite. Il est capable de le faire. Mais dans le repli, dans le reste, c'est timide, quoi. Ouais, tu le vois quand il va au contact pour aller faire une tête et tout, il rentre. C'est comme une petite coquille, tu vois. L'escargot, allez, il rentre, il fait la tête. C'est ça, c'est ça. J'en ai pas reparlé, mais c'est vrai que sur la compo initiale, quand tu vois qu'en fait, il y a et Chukwuemeka et Brandt, alors que bon, initialement, c'est plutôt l'un ou l'autre en réalité, tu vois. Bon, tu sais que Brandt, c'est plus un garçon qui va ne pas trop se déplacer et faire la différence soit par la passe, soit par peut-être la première touche de balle, où je pense encore aujourd'hui que c'est l'un des joueurs les plus techniques de l'effectif. Et Chukwuemeka, lui, c'est plus l'impact, tu vois. Lui, c'est vraiment, en l'occurrence, rentrer dans l'art et s'infiltrer dans la surface. Le problème, c'est que Brandt te coûte trop cher sur ses défauts, alors que Chukwuemeka, il peut que s'améliorer. Je pense que le niveau plafond de Chukwuemeka est très très haut, et que si tu lui laisses le temps, notamment avec Bellingham, notamment avec Mecha, il peut que s'améliorer. Brandt, tu le connais déjà en fait son niveau plafond, et tu sais qu'en ce moment, il est plus proche de son niveau plancher que de son niveau plafond. Et c'est pour ça qu'à l'avenir, j'imagine bien, moi, un Chukwuemeka vraiment en 10, là où il est le meilleur, avec devant lui Adeyemi et Guirassy, qui sont pour le coup relativement complémentaires, avec derrière Bellingham et Mecha. Honnêtement, cette organisation offensive-là, elle est un peu sexy, moi, je trouve. Bah écoute, on verra un peu dans le futur, hein, si ça se met en place. On enchaîne du coup avec la seconde période, donc qui est complètement différente de la première, parce qu'au final, on rappelle, on est à 2-0 à la mi-temps, on finit un match sur 3-3.
Moi, ce qui m'a posé un peu problème aussi, c'est bon, on encaisse 3 buts, hein, bien sûr, mais Kobel, il est resté figé sur les 3 buts. Alors, peut-être il peut pas faire grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il regarde les ballons. Vas-y, Franck. Sur le premier, que met Undav, il peut rien. Hein. Là, la faute, elle est. C'est Chan qui est sur lui, hein, sur Undav. Hein. Si j'ai bien regardé, Kylian. Ouais, hein, c'est Chan, je crois. Hein, le premier but de Undav. J'ai donné à Maxime des images des buts, si on en parlera peut-être après. Ouais. Tu me dis, hein, quand tu veux que je les mette, je te les mets. Je trouve la couverture de Chan sur le premier but, elle est vraiment très passive, hein, je veux dire. Tu sais quoi, mais on va parler du coup du premier but, mais l'image avec Brandt d'abord, exactement celle-là. Ça, c'est l'origine du premier but. Brandt, alors là, tu le vois en fait à l'orientation des épaules de tous les joueurs. On sort justement d'une phase avec Kobel. Brandt, là, il a le ballon, il tente un petit pont sur le mec. Je ne sais pas qui c'est, mais il tente un petit pont. Il tente un petit pont alors que toute l'équipe se projette vers l'avant. Juste derrière lui, c'est Ruerzon qui, du coup, se projette aussi vers l'avant. Et le petit pont, en fait, il passe pas. Brandt perd la balle. Ruerzon est déjà passé. Il n'y a plus personne dans tout le côté droit. Ça amène à un centre. Tu peux passer à la slide d'après. Et ça, c'est le marquage de Chan sur Undav. Il a 1 mètre, le mec, pour faire le geste qui, effectivement, est beau. Hein. Mais le marquage de Chan, Franck, pardon, hein, mais il est doux. Hein. Il y va vraiment. Je pensais que c'était Bellingham, tellement. Moi, j'ai vu Chan, j'ai regardé les images ce matin. Je me suis dit, mais il est à, je sais pas, il est en vacances, là, Chan ou quoi. Je veux dire, il lui laisse tellement d'opportunités de mettre un truc. Là, je pense que Kobel, sur cette action, ne peut malheureusement rien faire. Il peut rien faire. Ouais, et Chan reconnaît un peu sa faute quand il est interviewé, qu'il est un peu responsable aussi de 1 ou 2 buts sur la rencontre. Bah, je ne les ai pas trouvés impeccables derrière. Hein. Je veux dire, sur les 3, j'ai trouvé que c'était Anton le meilleur, les 3. Hein. Ça a été Anton le meilleur. Parce que même Schlotti, sur certaines interventions, hein, c'est sur le deuxième but, je crois. Bon, après, il est chanceux aussi, Undav, quoi, je veux dire. Mais... Non, c'était sur le 3e où Schlotti est au contact avec Undav, quoi. Mais alors, oui, là, j'ai trouvé sur le 3e Kobel, je sais pas, un peu passif, quoi, sur le 3e, quoi. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là, le 3e. Alors, le 3e, je ne l'ai pas mis en diapo parce que, franchement, je trouve ça difficile d'accabler qui que ce soit parce que, oui, c'est Schlotterbeck qui est au contact de Undav, mais honnêtement, Undav, il se retourne en même pas une demi-seconde et il fait un geste de fou furieux. Je trouve ça dur. Par contre, ça... Oh là là, l'image. Oh, l'image qui fait mal à mon cœur de tacticien. Que fait Bellingham ici sur cette remise de la tête du joueur de Stuttgart sur le corner qui après va sur Undav et qui après le met? Parce que sur le corner initialement, vous vous doutez bien que tous les joueurs en jaune là, ils sont pas dans cette zone, ils sont beaucoup plus proches de Kobel. Et quand tout le monde voit que le ballon va loin, tout le monde sort, sauf Bellingham. Parce que Bellingham, il était au premier poteau, mais ce n'est pas une excuse. Et c'est d'autant moins une excuse qu'il voit tout le monde remonter, en fait. Et lui, il reste là. Et il y a 3 joueurs de Stuttgart qui, du coup, maintient en jeu parce qu'il n'a pas fait l'effort tactique. Et derrière, Undav met le geste. Tu peux mettre la slide d'après, parce que la réaction de Anton et Guirassy, là, Anton, il lui met un soufflon à Bellingham. Comme j'ai rarement vu alors, évidemment, on n'a pas les droits, donc je ne peux pas mettre la vidéo, mais Anton... Dès qu'on prend le but, il se retourne et il voit Bellingham qui est là, qui n'a pas fait l'effort. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Guirassy, il est juste à gauche aussi et c'est le premier à le regarder. Ce que ça met aussi en évidence pour moi, c'est que Undav, il met 3 buts certes, mais il met quand même 3 buts qui sont difficiles à mettre. Hein. Franchement, les 3, c'est quand même des gestes de assez haut niveau. Et ça se retrouve dans les expected goals où à la fin du match, Dortmund est à 3, tout pile d'expected goals, que, comme d'habitude, on ne va jamais surperformer, on est pile à 3. Stuttgart est à 1,5 et ils en mettent 3 parce que Undav fait 3 gestes de très, très, très haut niveau. Donc, ouais. Après, il ne faut pas oublier qu'on prend quand même le 4e but depuis cette saison dans le temps additionnel. Donc, on en a pris à un Sampaoli, à un Turin, à Hambourg. Et on continue aussi à 4 fois rejoint. 4 fois rejoint, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, on ne sait pas gérer la fin des matchs, en fait. Les dernières minutes, on ne sait rien gérer du tout. Début de deuxième mi-temps, on gère quoi? On mène 2-0. On attend là patiemment que ça se passe, quoi. Mais il faut mettre tout de suite la pression. Je veux dire, on attend quoi? C'est le truc minimaliste Kovac.
On mène 2-0, on attend. Mais non, on va mettre le troisième. Punaise, attends pas, quoi, je veux dire, je sais pas. Et là, on commence en mode dormeur, schtroumpf, on attend. Même Vincent était plus actif au retour quand il a dormi avec nous à Leipzig, quoi, je veux dire. Mais on attend et on se prend un but. Je veux dire, tout de suite à l'entrée. Alors, c'est sûr, à 2-1, on a tout de suite la pression. Et alors, toute la pression, elle a été là en deuxième mi-temps contre nous, quoi, je veux dire. Et après, on est une équipe à réaction. Hop, 2-1, on prend le 2-2. Et alors, là, on réagit, quoi, sur un super effort, quoi, je veux dire. Mais ça ne suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Il faut faire les efforts à 2-0, pas faire les efforts quand on fait 2-2, quoi, je veux dire. Ou quand on se fait rejoindre à 3-3, quoi, je veux dire. Non. Mais Kovac, il ne comprend pas, je veux dire. Et faire ces changements à la 73e, ben non. On va commencer un peu avant, quoi. Les mecs, il y en a certains, ils ne pouvaient plus. Bayer, il était de mon côté, mais le mec, il tirait la langue depuis au moins la 65e, quoi, le pauvre. Et encore, il a fait des efforts. C'est lui qui donne le but à Ademi, quoi, hein, je veux dire. Mais non, mais cette tactique minimaliste, ça suffit, quoi, je veux dire. Merde, je veux dire. Qu'on essaye d'enfoncer le clou. On joue 90 minutes, on donne tout en 90 minutes. Après, c'est tout. Le but, c'est de faire le plus gros écart, quoi. Pas d'attendre et de gérer, quoi, je veux dire. Il faut gérer autrement. Il faut gérer peut-être les entraînements, les après-matchs, je veux dire, mais pas pendant le match. On vous demande un effort de 90 minutes. Allez-y, vous gagnez des millions, quoi. Monsieur Kovac gagne des millions aussi. Alors, essayez de penser un peu. Je vois ce match, franchement, c'est très frustrant et c'est rageant, quoi, de voir que sur 4 matchs, on s'est rejoint 4 fois parce que on est minimaliste. Encore, ça aurait été une fois. Bon, tu dis, bon, bah, c'est tout, c'est arrivé. Mais Oui. là, ça fait quand même 4 fois sur le début de saison, donc ça commence à faire un peu. On n'apprend pas de nos erreurs. Ouais, voilà. Ça fait 4 fois, ça fait 2 fois d'affilée, et ça fait 6 points en moins sur le classement de la Bundesliga virtuelle. Et moi, j'aimerais bien, quand tu passeras le classement après, là, on se met un petit plus 6, juste histoire de voir où on serait si jamais on avait tenu peut-être 30 secondes de plus, tu vois. Ah ouais, ça c'est clair. Donc on est sur quand même 3 matchs d'affilée sans victoire, donc en toute compétition confondue. Et depuis, pour la première fois, depuis 2 mois, Dortmund a marqué plus de 2 buts dans un match de Bundesliga. Donc le résultat en dit long, un spectacle sans valeur. Donc est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match, ou je pense qu'on moi, j'aimerais juste rajouter un truc sur l'entrée de Svensson que je trouve vraiment pas bonne. Mais Svensson, vraiment son entrée, elle déséquilibre presque l'équipe en fait. Alors, je suis d'accord sur. D'ailleurs, un autre chiffre, c'est sur la première mi-temps. J'avais dit qu'on avait tiré 11 fois et eux 4. En deuxième période, attention, c'est 13 tirs pour Stuttgart, 3 pour Dortmund. Donc, c'est dire si la tendance s'est inversée. Mais l'entrée de Svensson a été très problématique, moi, j'ai trouvé. Parce que Bayer faisait un super boulot sur son côté. Il s'est bien fait bouger. Hein. Ah ouais, il s'est bien fait bouger. Ouais, carrément. Ouais. Alors que, à contrario, Adeyemi, quand il rentre, il offre presque la victoire. J'ai beaucoup aimé, moi, cette scène vraiment de fusion avec le stade. Je ne sais pas comment c'était sur place, mais ça devait être une explosion avant la clim, bien sûr. Et juste au niveau des duels de Mecha, il en joue 13. Il en perd 10. Il n'y a aucun joueur qui fait pire que lui à ce niveau-là. Au niveau des passes de Brandt, il est qu'à 53% de taux de réussite de passe. Je parle sur 90 minutes. Hein. C'est ouf. Enfin, 73 en l'occurrence pour lui. Et la dernière, c'est Kobel. Moi, c'est lui aussi que je pointe beaucoup du doigt. C'est qu'un tout petit 68% de passes réussites. Je trouve qu'il nous a fait perdre énormément de ballons, Kobel. Et surtout sur les début du match. Exactement. Affreux. Il a fait 2 relances. Ah, Mandremia. Mais alors. Bon, mais j'irai même plus loin que ça. Parce qu'il y a une statistique, c'est les longues passes. Dans les longues passes, il en a tenté 17, il en a réussi que 5. Alors, effectivement, Undav, il fait des gestes fous qui laissent Kobel sur sa ligne, mais pour moi, là où Kobel est le plus fautif, c'est pas nécessairement sur les buts, c'est sur toute la phase de construction où il fait peut-être son pire match de la saison, sur ce point-là en tout cas. Ouais, voilà. Bon, écoute, c'était le mot de la fin sur cette rencontre. Donc voilà, donc encore 2 points de perdus. C'est bien, on va pouvoir parler des résultats et du classement. Donc ça, c'est les résultats de la 11e journée de Bundesliga. Donc on avait commencé par Mainz qui fait match nul contre Hoffenheim. Le Bayern qui écrase 6-2 Fribourg. Donc en n'oubliant pas que Fribourg menait 2-0 à un moment en première période. Hein.
Donc, on voit le mental et tout par rapport à nous, où ils sont capables de retourner une situation. Leverkusen, le prochain adversaire du week-end prochain, s'est imposé à Wolfsburg sur le score de 3-1. Augsbourg qui... Ouais, Maxime, pardon, on peut en parler, Leverkusen. Ils changent d'entraîneur, ils changent plein d'effectifs, ils sont devant nous au classement. Hein. Ouais. En plus, ils prennent un coach qui n'est pas si expérimenté que ça avec le football de club. Kasper Hjulmand, c'est surtout le Danemark. Il prend les rênes de Leverkusen. Alors après, je suis d'accord à 100%, je ne vais pas nier ça, mais la gueule de Wolfsburg quand même. Wolfsburg, ils doivent être sur 15 défaites en 10 matchs. Franchement, c'est catastrophique ce qui se passe à Mais ils ont tout changé en plus pendant la trêve. Ouais, ça marche bien. Ça a bien marché. Wolfsburg, ils n'ont pas une équipe dégueulasse sur le papier. Mais oui, c'est ça. Ils ont fait un super mercato en plus. Ouais. Mais Wolfsburg et Mainz, c'est la déception du début de saison. C'est des équipes que je ne voyais pas aussi bas dans le classement. Et la surprise, pour moi, c'est Hoffenheim, quand même. Je veux dire, bon, après, ils ont un coach qui avait... le coach a été, pris en Autriche, je crois, si je me rappelle bien. Et c'est un coach qui promet pas mal, quoi. Mais Wolfsburg et Mainz, c'est... Voilà. Ouais. Donc Augsbourg qui s'impose 1-0 contre Hambourg. On fera une petite dédicace à Aurélie par rapport à cette défaite. Heidenheim qui s'incline à la maison 3-0 contre Gladbach. Donc Gladbach qui revient depuis 3 matchs. 2-3 matchs. Ils sont sur 2 victoires de suite, je crois. C'est le truc. 3, ils ont fait 4-1, 4-1, 3-0, je crois. Et à noter, Tabakovic, 7 buts et 2 passes décisives. Il est deuxième buteur de la Bundesliga quand même, derrière Harry Kane. Comme quoi, tout peut aller très vite. Donc dans le foot, ça... Après, il y a Köln qui s'est incliné 3-4 contre Francfort. Donc j'ai regardé le match, il était complètement fou à la fin. C'était un beau match à voir de la journée. Leipzig qui s'impose 2-0 contre Bremen. Et l'Union Berlin qui gagne 1-0 sur le terrain de Sampaoli. Sampaoli qui est complètement au fond du trou après un bon début de saison. Donc du coup, ça va se voir un peu au niveau du classement. Donc du coup, Dortmund perd une place. Et c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Leverkusen qui la récupère. On voit quand même qu'il y a un petit trou quand même à partir de la 8e, 9e place. Entre la 7e et la 8e, tu as le trou entre Hoffenheim et Lyon. Ouais, voilà. C'est ça. Donc le week-end prochain, encore un match hyper important parce que si tu perds contre Leverkusen, on fait match nul. Et que des matchs importants là maintenant. Là, on en a 3. On en parlait sur le retour. Tu as 3 matchs qui sont hyper importants et qui vont donner un signe. Je veux dire, on va jouer en Ligue des Champions. On ne peut pas se permettre de perdre parce que sinon, on va être décroché par rapport aux qualificatives. On va jouer en championnat. Si tu perds, tu vas être décroché aussi parce que Leverkusen va prendre leurs 4 points d'avance. Et après, tu joues en Coupe d'Allemagne qui a un objectif contre Leverkusen. Et en réalité, moi, je prolongerai même parce qu'après, c'est Glimt, même importance. Et après, c'est Hoffenheim. Donc, et après, je crois que c'est un peu plus cool. Mais jusqu'à Hoffenheim, donc jusqu'à mi-décembre, le rythme, il est infernal, quoi. Même encore après. Tu as 2 semaines déterminantes. Tu joues Mönchengladbach le dernier match à domicile. C'est un match qui est hyper important pour les fans. C'est les deux Borussia. Vu qu'on ne supporte pas, c'est hyper important aussi. Ça a une dénotation pour les fans et les supporters, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai, comme dit Kylian, la série, parce que tu es obligé de gagner tes 2 matchs contre Bodo Glimt et donc contre Villarreal pour espérer et être presque sûr d'avoir une qualification au moins dans les barrages, quoi, je veux dire. Et je veux dire, si tu ne veux pas être décroché en championnat et si tu veux encore être en quart de finale de Coupe d'Allemagne. Donc là, Don Kovac, il a du boulot. Je crois qu'il ne dort pas beaucoup, Kovac, parce que vraiment, il sortait d'un mois d'octobre infernal où il a fallu se taper City, Leipzig, le Bayern. Il reprend, il y a Leverkusen 2 fois, il y a Stuttgart, il y a Hoffenheim à jouer, il y a Leverkusen 2 fois. Moi, je suis Kovac, je ne dors pas de la nuit. Dans l'air. Comme disait Max dans un de ses citations, on n'a toujours pas gagné contre une grosse équipe.
Et sachant ça. qu'on a joué deux grosses équipes à domicile, que ce soit Leipzig et Stuttgart. Donc, on n'arrive pas à gagner à domicile, quoi. C'est ça, même en Ligue des Champions, tu vois, tu n'as pas réussi à gagner à Turin et tu as perdu. Bon, à City, c'était un peu déjà vu d'avance, mais contre les gros, tu n'y arrives pas en fait. Et Kovac n'y arrive pas. C'est un peu son ADN. Donc voilà, mais on verra un peu le week-end prochain ce que ça donnera contre. De toute façon, regarde le top 6 là. On les a tous joués. Hein. Pas une victoire. Ouais. Ah, Moi, ça, je ne veux c'est pas pas paraître pessimiste, mais je pense qu'on peut déjà chercher un nouvel entraîneur. Voilà, ça y est. Ouais. Ah ouais, t'es déjà là-dessus, toi? Bah, peut-être pas le match de mardi, mais les prochains matchs, les 2 matchs de Leverkusen et Hoffenheim, j'ai du mal. Je sais pas. Après, voilà, je crache pas sur mon équipe, hein, mais si on joue comme on a joué là, les derniers temps, j'ai peu d'espoir. Hein, je vous le dis la vérité. Hein. C'est bien que tu te dises ça, c'est parce que je pense que vous l'avez tous vu un peu en conférence de presse qu'a dit Kovac. Alors, au début, ça commence par Bayer, Bayer qui dit qu'il y a quand même il y a rien, plus rien ne va, il y a une mauvaise ambiance, etc. Quoi, dans le truc. Et Kovac qui dit quand même durant la conférence de presse, devant toute la presse, quoi, quand même, il tacle Bayer de la tête aux pieds. En grosso modo, ne l'écoutez pas, il dit que des conneries, un peu, c'est ça. C'est ça. Ce que Kylian disait, si c'était un de ses chouchous, je ne crois pas. Parce que ce qu'il lui a mis comme tacle, à la conférence de presse, c'est monumental. Franchement, pour lui dire qu'à la fin, comme dit Maxime a résumé, il était en excès d'acide lactique, quoi. Je veux dire, non mais franchement, non mais allô, quoi. Ouais. Ça fait deux fois en conférence de presse qui tacle Bayer, quoi, hein, pour des trucs, quoi. Hein, je veux dire. C'est moyen. Franchement, c'est moyen. Tu peux faire ça au pire en off, mais là, quelle image tu ressors et tu donnes déjà au public et de deux à ton groupe et à ton vestiaire, parce que tu dis bon, à tout moment, il peut me tailler comme ça devant tout le monde. Surtout que Bayer ne dit rien de méchant. Hein. Non, il dit rien de méchant. Il est déçu, il est frustré, le mec. Je veux dire, il s'est donné tout le match. Ça a été un qui a une des plus grosses activités. Tu le voyais, il était souvent de mon côté. Le gars, il s'est démultiplié. Il a fait un match avec ses qualités et ses défauts. Bayer, hein, on l'a tellement décrié. Mais il se donne, ce gamin. Quoi. Je veux dire, ça, tu peux pas le dire. Même de frustration à la fin, c'est lui qui envoie un ballon dans le ciel à la 92e. Mais alors, en plus, moi, c'était à mon niveau. Il avait raison. La touche était pour nous. Et cet imbécile d'arbitre, là, il lui donne pour un truc. Et bien sûr, il est frustré. Et il avait raison, parce qu'il ne touche pas le ballon. C'est le mec de Stuttgart, quoi. Et tu vois, il est dedans. Et non, mais imagine l'image que le gars, là, il voit son coach en conférence de presse qui balance ça, quoi. Mais là, tu te dis, le gars, il s'est démultiplié pendant le match, il a tout donné. Et tu as le droit à un truc. Il est un peu en acide lactique, quoi. Non, mais Kovac, dans le vestiaire, reste dans le vestiaire, quoi. Bon Dieu, quoi. Dire, c'est élégant. C'est pas nouveau, hein, il a déjà des petits problèmes comme ça. Bon, on verra si ça n'a pas trop d'impact, mais on va voir un peu la suite. Hein, mais j'espère qu'il n'a pas fait une connerie en disant ce genre de propos. On va attaquer par le deuxième sujet, parce qu'on a fait quand même 55 minutes que sur Stuttgart. Bon, c'est vrai qu'il y avait des choses à dire, hein, quand même. On va attaquer le deuxième sujet, donc, qui est un peu l'explication des grèves des ultras, donc qu'il y a eu ce week-end dans toutes les divisions en Allemagne. J'ai repris alors le petit article que Mathéo a fait sur le football. Écoute, Mathéo, merci beaucoup et n'hésitez pas à le suivre pour les informations sur l'Allemagne. Il fait du très très bon travail. Alors, en fait, il y a plusieurs points, et Franck, pareil, tu m'arrêtes si je dis à un moment une bêtise. Premier point, déjà, il y a le sujet des tickets personnalisés, qui est un projet très contesté. Bon, on l'a déjà un peu quand même à Dortmund, le ticket personnalisé, parce que quand on achète un ticket avec notre carte de membre, il y a notre nom dessus. Donc bon, premier sujet, c'est ça. Autre dossier aussi brûlant, c'est la réforme du système de l'interdiction de stade.
Donc, la DFB prévoit désormais une commission nationale capable d'intervenir si les clubs sont jugés trop laxistes. Les supporters redoutent des sanctions généralisées et déconnectées des réalités actuellement locales. Voilà, donc un peu le deuxième sujet aussi qui est abordé. Il y a la question aussi des fumigènes, qui reste un autre champ de bataille. Les autorités exigent une stratégie de tolérance zéro, tandis que les groupes de supporters plaident pour une reconnaissance encadrée de cette pratique, qu'ils considèrent comme un élément essentiel de la culture des tribunes, que ce soit en Allemagne ou dans le reste du monde. Voilà un autre point. Et il y a aussi que la DFL et DFB dit que les stades ne sont pas si sûrs que ça, alors que toutes les stats montrent que les accidents ou les incidents qu'il y a pu avoir sont en baisse par rapport aux années précédentes. D'où le fait qu'il y ait eu une manif, il y a quoi? Il y a une semaine et demie, 2 semaines maintenant à Leipzig, avec tous les ultras qui se sont regroupés. Donc ça s'est fait à Leipzig parce que c'était le jour où il y avait le match contre la Slovaquie de la Mannschaft, et ça permettait d'avoir toute la DFL, la DFB présente pour un peu manifester sur ça. Franck, toi, qu'est-ce que t'en penses, et si tu veux rajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Non, après, c'est très épineux comme question. Hein. C'est très. Et la liberté de tout le monde pour suivre un match, que ce soit dans un stade ou ailleurs, à la télé et compagnie. Hein. Je pense que moi, j'ai ma façon de voir qui n'est pas la même que les ultras. J'ai rien à cacher. Après, eux, ils ont leur méthode à eux. Je veux dire, leur façon de vivre le match à eux. Il faut aussi pouvoir respecter ça. Mais bon, je pense qu'il faut, je veux dire, un tout pour que tout le monde puisse interagir. Hein. On voit de plus en plus de scissions, comme je vous ai dit, entre les fans, je veux dire, et la fan scène des ultras. Hein. Je l'ai entendu encore ce week-end avec les gens que j'avais autour de moi. Moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Parce que les ultras, quand vous voyez ce qu'ils font et ce qu'ils se donnent pour le club, après le débat pyro, pas pyro, je veux dire, moi je pense que si c'est encadré, ça peut être super, hein, j'en suis sûr. C'est la méthode. Hein. On a bien vu ce week-end que les débiles de Francfort, eux, savent pas être encadrés. Par contre, quand je veux dire, je suis désolé de le dire, parce que pour mettre le feu dans un bloc, guest block, là, je trouve que, et c'est à cause de personnes comme ça, c'est toujours une minorité. Je veux dire que des lois plus en plus restrictives. Moi, je pense que depuis des années, je vais en Allemagne parce que le football, c'est une fête, c'est familial. On y retrouve toutes les catégories socio-professionnelles. C'est agréable, c'est ce qui est bien à Dortmund et tout. Ce qu'on ne voit plus en Angleterre, hein, parce qu'ils ont vraiment maintenant mis des prix pour que certaines catégories socio-professionnelles ne viennent plus au stade. Ce serait dommageable. Mais je pense que tout doit être encadré, tout peut être fait. Mais je ne pense pas qu'il faut, je veux dire, sanctionner, réduire et tout ça. Mais je pense que tout le monde doit se mettre à une table, mais ils ne sont tous pas d'accord, bien sûr. Mais il faut essayer de mettre un peu, je veux dire, de l'eau dans son moulin dans chaque partie. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout, mais tout doit être fait dans une manière sécuritaire. N'oublions pas, le football doit être une fête, un partage, une communion. C'est, je crois que pour nous, on en parlait avec Vincent, pour nous, c'est notre bouteille d'oxygène, hein, le BVB. Et je pense que pour tous les fans, qui soient des clubs du Bayern, de Hambourg et d'autres, ils aiment leur club. Alors, je pense qu'il faut savoir faire quelque chose dans ce sens-là, pour l'amour des clubs, et que ça reste toujours une fête. En France, on a beaucoup de restrictions des déplacements des supporters, qui est, je trouve intolérable. Mais après, quand on voit le comportement de certains supporters, à un moment, il faut sanctionner, trouver des systèmes, quoi. Mais n'oublions pas, c'est une fête. On a plus en plus de restrictions dans tout dans la vie. Alors, si on nous réduit aussi nos plaisirs, je ne suis pas d'accord. Ouais, c'est clair que comme tu l'as dit, il faut trouver un juste milieu pour que ça convienne un peu à tout le monde. Et bon, ça va être encore des négociations. Je crois qu'ils se rassemblent le 4-5 ou 3-4 décembre, c'est ça, pour en discuter et voir. Donc bon, on verra un peu ce qui en ressortira. Toi, Après, Vincent, vas-y, Kylian. Juste un truc.
Je ne vais pas m'exprimer sur ça parce que je ne fréquente pas suffisamment les stades et encore moins les stades allemands pour avoir un avis comme vous. Mais par contre, c'est important quand même de préciser, on parle toujours d'une minorité problématique. Ce n'est pas représentatif de l'ambiance qui peut circuler autour du foot en Allemagne et puis d'ailleurs du foot dans le monde entier. C'est toujours une minorité bruyante qui saccage des moments qui sont supposés être des moments de partage et qui le sont. Mais voilà, je trouve ça reste une infime partie en fait des suiveurs de football qui sont en fait pas plus vraiment des suiveurs de football. En fait, c'est des énergumènes qui vivent leur passion d'une manière qui franchit les limites, en fait, tout simplement. Voilà. C'est ça. Oh non, c'est clair, tu as raison. Et puis c'est vrai que au final, ça va être peut-être 1 ou 2 cas qui aura lieu dans le week-end, mais au final, bon, la presse va en faire des montagnes aussi parce qu'ils sont un peu aussi fautifs sur ce côté-là. Mais après, ce qui s'est passé avec les supporters de Francfort, je suis désolé, j'ai rien contre Francfort, mais je suis pas étonné. C'est depuis des années les ultras les plus agressifs, je veux dire, au niveau de la fan scène allemande, quoi, hein, je veux dire. Hein. Et quand tu vas à Francfort, c'est le seul stade où on nous retient à la sortie, hein, je veux dire, pour qu'on ne sorte pas et qu'on ne soit pas confronté aux ultras de Francfort, quoi. Hein. Alors, je ne vais pas maintenant stigmatiser Francfort, hein, je veux dire, et comme dit Kylian, c'est malheureusement une minorité. Ce n'est pas grand-chose, hein, ça doit être 1%, mais c'est ces 1% qui nous gâchent notre plaisir par moment, quoi, et qui ont dû gâcher le plaisir je pense, d'un très beau match à Cologne, hein, je veux dire. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce beau match? On va retenir cette merde, quoi. Je suis désolé. Oui, c'est ça. Et puis, ils ont vraiment bien accentué quand tu regardais le match sur ce côté-là. Donc, c'est vrai que ça va encore faire parler. Et disons que c'était peut-être pas le week-end pour faire ce genre de choses parce on le savait, il y avait 12 minutes de protestation dans tous les stades. Et eux, en plus, font ça derrière. Excusez-moi du terme, mais c'est complètement débile de faire ça ce week-end-là. Et même les autres week-ends, mais surtout ce week-end-là en priorité. Vincent, pour clôturer sur le sujet, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, après, moi, je suis complètement d'accord avec cette grève. Hein. Si on est tombé amoureux de ce club, c'est aussi grâce à l'ambiance qu'on peut avoir dans ce stade et puis dans les stades de pratiquement tous les stades de Bundesliga, de Zweite Bundesliga et de Dritte, hein, parce que même en Dritte, il y a des ambiances phénoménales, hein, et on n'entend jamais rien. On n'entend pas de choses négatives en tout cas. On a même encore vu avec Franck, quand on parle de sécurité, on a été au Strobels, hein, et on voyait des supporters de Stuttgart qui mangeaient leur currywurst tranquillement et qui buvaient leur bière tranquillement. Il y a eu aucune esclandre, les gens étaient tranquilles. Je veux dire, maintenant, c'est sûr que voilà. Alors, on l'a bien dit, il y a des minorités, il y a des endroits où moi personnellement, j'y retournerai plus. Je vais pas les citer en live parce que j'ai pas forcément envie de montrer du doigt tel ou tel type de supporter, mais et c'est vrai qu'effectivement, il y a des endroits où moi, j'y retournerai plus parce que bon, moi, j'ai pas forcément peur, hein, mais il y a des endroits où je me suis pas senti tranquille. Mais j'espère juste, il faut pas oublier aussi une autre chose, c'est que pour en parler de tout ce qui est pyro, ça reste quand même dans la culture aussi des ultras. Les ultras, on en a quand même besoin dans les stades parce qu'ils mettent une ambiance phénoménale. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, parce que bon, moi, des fois, je me suis retrouvé, même chez nous, hein, je me suis retrouvé dans des endroits où j'avais peur de me lever, j'avais peur de crier parce qu'on me regardait, ou j'avais peur de me lever, on me demandait de me rasseoir. Je veux dire, quand on est dans un stade de foot, à un moment donné, on est là pour faire la fête, on est là pour crier parce que on peut pas forcément le faire devant la télé. Si c'est le cas, bah, il faut rester chez soi. Si ça dérange, il faut rester chez soi. Il faut regarder le match chez soi. On est tranquille, quoi. Je veux dire, il y a eu des situations qui étaient quand même. J'ai même vu une fois un gars à côté de moi, juste pour information, qui regardait le match de Dortmund sur son téléphone alors qu'il était dans le stade. Hein. Ça, je vous le promets. Hein. Vous m'en trouverez des photos, je l'ai pris en photo tellement que c'était lunaire, quoi. Mais je veux dire, voilà, on est là pour faire la fête. C'est une culture. C'est pour ça qu'on aime autant la Bundesliga. Et foutez-nous la paix, quoi. Ouais, c'est clair. Après, tu vois, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, Maxime, mais à la 12e minute,
quand le stade explose parce que fin du silence, moi, et j'étais chez moi juste avec ma sono, ça m'a foutu des frissons. Ah, Oui. Dans le stade, c'est encore plus tranchant parce que on a l'habitude d'être nous dans le stade, hein, je veux dire d'avoir tout de suite cette ambiance dès le départ. Et à la 12e minute, c'est parti, c'était moi ça m'a mis les poils, quoi, je veux dire. Ouais, c'est clair. De la télé, pareil. Ça... Puis bon, tu avais quand même les chants avant match, et du coup, le coup d'envoi s'est donné, grand silence pendant 12 minutes, et après, là, c'était parti. Et on l'a vu aussi un peu, le match a changé un peu, parce que les 12 premières minutes étaient un peu bien en faveur de Stuttgart, et après, ça a donné un nouvel élan par rapport à ça. Il y a Matteo, du coup, qui répond, qui dit aussi qu'en Dritte Liga, ça, comme à Osnabrück, Aachen, Dresden, Rostock, Essen, il y a des problèmes aussi avec ces ultras. C'est juste que c'est moins médiatisé que par rapport avec la Bundesliga ou les autres championnats. Il dit, à part sur le football où il en parle, mais après, sinon, c'est un peu tous les championnats qui sont touchés. Vas-y, Franck. Ouais, juste en parlant de la fan scène de la 3e Dritte Liga, vous avez vu ce qu'a fait Arton Zeksich sur son maillot. Ils ont donc leur sponsor principal, Die Bayerische, s'est effacé pour mettre une note contre le racisme. Je veux dire, c'est quelque chose de très fort. Je veux dire, et vous regarderez, il y a une photo de Kevin Folland avec le maillot. Je veux dire, je dénote quand même cette superbe action du club de 1860 qui a des valeurs tout à fait plus qu'honorables. Super action, super club. Ouais, tout à fait. Super club. C'est un club très historique qui est très ancré et j'ai trouvé ça magnifique, quoi, je veux dire. N'oublions pas que le football est le sport le plus véhiculant, je veux dire, au niveau social, parce que c'est le sport qui est le plus exposé. Donc, je trouve que ces messages-là, c'est bien parce qu'on en a besoin. Et franchement, bravo à 1860. Quoi. Ouais, c'est clair. Beau message de ta part, Franck. Écoutez, on va s'arrêter sur ce sujet-là. Je pense qu'on a donné un peu chacun nos avis et on verra comment ça évoluera dans le futur. On espère en tout cas positivement. On va faire une petite brève sur la Mannschaft. Oh, du coup, Vincent, bonne soirée. Oui, casse-toi. Pas de soucis. Pas de la Mannschaft, il se barre. Mais voilà, la petite affiche qui était sur le Twitter de la DFB Team. La Mannschaft ira finalement quand même aux USA et en étant qualifié directement. Donc c'est vrai qu'ils avaient fait un peu peur au début. Donc du coup, je vous ai remis un peu les résultats. Première rencontre contre la Slovaquie où ils avaient perdu 2-0 et ensuite une victoire contre l'Irlande du Nord 3-1 où je crois qu'ils perdaient 1-0 si j'ai souvenir au début. Exact. Donc voilà. Bon, après je vais pas faire tous les résultats, mais la dernière rencontre contre la Slovaquie qui se finit sur un score large de 6-0. Ça fait plaisir. Cette victoire fait vachement plaisir parce que ça reste quand même un signe fort par rapport pour cette équipe de la Mannschaft. C'est bien que tu commences par ça. Est-ce que tu vois du coup la Mannschaft quand même aux USA réussir à faire quelque chose ou ça risque encore de faire un coup pchit alors, c'est vrai que je te donne juste la parole après. C'est vrai que c'est encore un peu long parce qu'il reste encore 6-7 mois avant que la compétition commence. Donc, il y aura encore des nouveaux joueurs qui vont arriver, qui vont être testés. Et il y a des matchs amicaux dont je vous en parlerai après. Mais toi, Vincent, du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette Mannschaft aux USA? Je sais pas. Moi, j'attends de voir déjà ce que ça va donner lors du premier match. D'ailleurs, le tirage au sort, il est prévu pour quand? Faut attendre qu'il y ait encore des qualifs avec des éliminations directes en Europe. Donc, je sais pas. Je pense que ça doit être en début d'année le tirage. C'est bientôt, je crois, le tirage au sort. Quoi. Ah ouais, ok. Ouais, oui, parce que je crois qu'ils tirent genre barrage 1, barrage 2. Et en fait, oui, c'est vrai, ils font la place du barrage 1, tu vois. Mais je sais pas je crois que c'est en décembre. Mais juste pour finir, c'est
J'ai eu beaucoup de désillusions avec l'Allemagne ces dernières Coupes du Monde, enfin après l'après 2014 en tout cas. J'attends de voir ce que ça va donner, mais j'espère en tout cas de mon côté, un beau parcours au moins de l'Allemagne, même si je suis quand même assez pessimiste qui repartent avec le trophée à la fin de la compétition. Ouais, bon, surtout qu'on a quand même une équipe espagnole qui est en très très grande forme et qui écrase un peu tout sur son passage. Franck, du coup, toi, tu étais plus dubitatif sur la Mannschaft aux USA. Je m'en fous totalement. Ah d'accord, ok. Bon, bah comme ça, c'est... Non, je ne suis pas les équipes nationales. Je suis complètement Je sais. détaché. Après, je regarde un peu les résultats, mais moi, Nagelsmann, pour moi, c'est pas un sélectionneur. Hein. Après, j'ai du mal à être attiré par ça. Et je pense que l'Allemagne a toujours encore un sérieux problème d'attaquant. Alors, est-ce que Voltemade pourra faire l'affaire? Je n'en sais rien. Je vous le dis honnêtement. J'en suis pas sûr, mais moi, j'espère pour la Mannschaft quand même. Mais je suis dubitatif sur l'équipe d'Allemagne, quoi. Je veux dire. Je comprends pas non plus trop le fait de mettre Neuer à l'écart et qui jouera quand même la Coupe du Monde, hein, ce que j'ai compris. Ouais. Et c'est un concept qui me. Voilà. Bon, après, ça reste l'Allemagne, hein, donc ils sont capables de faire quelque chose. Mais d'arriver au bout, je ne crois pas trop. Quoi. Ouais, c'est clair. Et toi, Kylian, du coup, et comme ça, en même temps, je te mettrai les équipes qui sont qualifiées pour le moment. Ouais, je suis un peu comme Franck. Moi, j'avoue que le football de sélection, c'est pas trop un football que je regarde. Ça m'intéresse pas tant que ça. Et puis, il n'y a aucun pays vraiment que je supporte plus qu'un autre. Après, bien sûr, l'Allemagne, c'est un attachement particulier parce que la plupart des joueurs de Dortmund y sont. Mais moi, quand je regarde des compétitions, typiquement la Coupe du Monde 2026, je vais plutôt supporter une belle histoire qu'une équipe, tu vois. Si tu me dis que le Cap-Vert, demain, ils sortent premier de leur groupe et ils passent le 8e, tu vois, ben ouais, là, ça va m'exciter, tu vois. Un peu comme le Danemark l'avait fait, ils sont allés jusqu'en demi, je crois, je sais plus où. Bah, après l'arrêt cardiaque d'Eriksen et tout, tu vois, ça, c'est des belles histoires, tu vois. Après, pour parler de la Mannschaft, moi, je suis assez fan de l'attitude de Kimmich et du rôle qu'il a sur le terrain et dans l'effectif. Je trouve que c'est un joueur qui, franchement, on n'en parle plus trop en fait de Kimmich. Mais le gars, ça fait 10 ans qu'il est au top de sa forme, qu'il fait jamais un mauvais match. Tu le mets où tu veux, il est toujours fort. Enfin, je suis assez impressionné moi quand même de la longévité de ce garçon et surtout de sa stabilité. À gauche, franchement, si Raum continue sur la saison qu'il fait, tu as un bon latéral gauche aussi. Moi, c'est plus l'entrejeu en fait qui m'inquiète parce que du coup, Kimmich n'y est pas. Goretzka, pour moi, il a plus le niveau. Pavlovic est encore un petit peu frais. Mecha n'a pas la confiance de Nagelsmann. Bischoff est tout jeune. Ça fait beaucoup de trous, je trouve, dans cette zone-là. Mais après, il y a quelque chose qui peut peut-être tout changer, c'est le retour de Musiala. Je pense que toute l'Allemagne l'attend. Parce qu'une équipe avec ou sans Musiala, bon, bah, d'un coup, c'est peut-être la meilleure équipe du monde si Musiala revient à son top niveau. Bien sûr, il y a l'Espagne devant. Bien sûr, il y a sûrement 4-5 noms dans toute la planète devant aussi. Mais le truc, c'est que quand tu es l'Allemagne, tu n'as pas d'autre ambition que de gagner, en fait. Et je pense que si l'Allemagne va en demi, c'est déjà un beau parcours. Et en parlant de Musiala, il lui reste combien de temps d'arrêt après la trêve. Après la trêve. Okay. Et le tirage de la Coupe du Monde, c'est le 5 décembre, messieurs. D'accord, ok. Ouais, voilà, moi, on est au courant de tout. Donc, du coup, au niveau des joueurs qui iront à la Coupe du Monde, donc on a la Mannschaft, on aura aussi l'Autriche avec Sabitzer. On aura également la Norvège, bien sûr, l'Algérie. La Norvège aussi qui retourne à une Coupe du Monde. Je crois que ça fait quoi, 18 ou 25 ans qu'ils n'avaient pas été à une, depuis 98. Hein. Ouais, voilà. Donc ça. Et ensuite, la Suisse avec Kobel. Au niveau africain, il y aura l'Algérie, comme tu l'as dit. Et si j'ai pas de bêtises, c'est tout. Si, il y en aura quand même un qu'on a oublié, un joueur U23 au nom de Jordi Paulina. Oui. Alors, je suis désolé, j'ai plus la sélection. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Et ils sont pas dedans. C'est bizarre qu'il est pas qualifié, mais bon, en tout cas, ils sont qualifiés. Et donc, du coup, on aura un petit joueur U23 qui ira jouer
cette Coupe du Monde et qui performe bien aussi avec la réserve, cet attaquant qui me semble assez bon. Puis il y a la Suisse de Kobel aussi. Ouais, je l'ai dit. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Franck ? Il était blessé début de saison. Ouais. Quand aujourd'hui. Voilà. Donc, on aura le temps de toute façon de reparler de tout ça, parce qu'il y a encore des matchs à élimination directe. De toute façon, s'il y aura encore une chance pour, si je dis pas de bêtises, il y a un Ukraine-Suède donc pour Svensson et un Turquie-Roumanie pour Özcan, donc qui ont encore des possibilités de se qualifier, sachant qu'il y a un premier tour, il y a des équipes qui sont éliminées, il y aura encore un deuxième tour, encore avec des confrontations, parce que je crois qu'il ne reste plus que, c'est ça, 4 places. Donc, et là, il y a encore 8 matchs à faire. Au niveau des matchs amicaux de la Mannschaft, ils joueront la Côte d'Ivoire et la Finlande en 2026 pour se préparer. Donc, ça fera un bon test pour voir tout ça. Et puis on aura le temps de parler de cette Coupe du Monde vers la fin de saison quand ça arrivera. Sachant que Ruerzon a fini 3e meilleur passeur décisif au classement des passeurs décisifs pour la qualification avec la Norvège, avec 4 passes D. Alors tu me diras, la Norvège, ils ont planté plus de 35 buts, je crois, donc c'est plus facile. Mais ça compte, voilà. C'est aussi notre meilleur passeur à nous dans l'équipe. Donc voilà, un peu de respect sur le nom de Ruerzon. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Haaland aussi qui jouera sa première Coupe du Monde avec la Norvège, qui a quand même bien porté son équipe sur son dos pour les qualifier. Ça va être une belle Coupe du Monde, je pense. Celle-là, je la sens bien, cette Coupe du Monde. Tu disais quoi, Franck ? Ouais, je veux dire, ils ont une belle équipe, la Norvège. Oui, aussi. Ils ont une belle équipe et des bons petits joueurs un peu éparpillés à droite à gauche c'est ça. Je trouve, avec Ødegaard au milieu, là, Haaland devant, et après, ils ont beaucoup de pépites. Comme dit Ryerson, sur chaque ligne, ils ont des joueurs qui sont très, très intéressants, quoi, je veux dire. Et, comme disait Kylian, ça peut être peut-être la petite surprise de la Coupe du Monde, quoi. C'est clair. Donc, on aura le temps de voir tout ça. On va enchaîner sur l'avant-dernier sujet. L'élection qui a Aki Watzke. Je pensais que tu l'as en personne. Je pensais que tu l'avais invité. Non, j'aurais bien voulu, mais il était occupé, il a un repas là. Donc du coup, voilà, il avait quitté son poste il a quitté aujourd'hui, démissionné de son poste de président directeur général, donc PDG. Et il a été élu du coup président donc du Borussia Dortmund. Donc pour distinguer les deux postes qu'il avait avant, il était PDG que de la section football du Borussia Dortmund. Maintenant, il est président de la globalité du Borussia Dortmund, qui touche de l'association en fait, qui touche aussi bien le hand, le tennis de table. Et tous les différents sports qui puissent exister dans l'association. Au niveau de son élection, alors il a été élu quand même à 59% des suffrages sur 4244. Il faut savoir une chose, c'est que quand son élection a été annoncée, il y a eu des applaudissements, mais il y a quand même eu des huées qui se sont mêlés dans la salle. Donc, je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre et beaucoup faire parler dans les prochains jours, parce que l'élection semble un peu dubitatif pour tout le monde. Franck, comme tu es le doyen de nous tous, et toi tu l'as connu un peu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est arrivé en tant que trésorier, c'est ça, en 2001. 2001, trésorier. Et donc 2005, il a été nommé PDG du club, donc président du territoire, je veux dire. Aki Watzke, pour qui j'ai énormément de respect. N'oublions pas que c'est l'homme qui a fait, il n'est pas seul non plus, il y a une équipe quand même de l'époque, mais qui a fait que le Borussia, on en parle encore ce soir, messieurs, que le Borussia existe encore, suite à la quasi-insolvent du club, dans les années 2004-2005. Donc, on lui doit beaucoup à Aki. Après, je suis un peu plus dubitatif sur le fait qu'il prend la présidence. Je pensais qu'il lâcherait un peu. Et bon, au bout du compte, il s'est imposé. Donc, son élection a été quasi acquis. Parce que, voilà.
Mais comme dit, j'ai énormément de respect pour cet homme qui a fait beaucoup au Borussia Dortmund. Je suis un peu plus dubitatif. J'ai dit, je pensais qu'il allait passer la main, qu'il fallait peut-être un renouveau. Bon, je veux dire, il a toujours œuvré dans le sens du Borussia pour essayer de faire grandir Dortmund. N'oublions pas qu'il a quand même très bien amorcé le tournant de l'époque Covid, hein, qui a été pour beaucoup de clubs très problématique, hein, je veux dire. N'oublions pas que nous avons été un des seuls clubs à ne pas licencier de personnes qui travaillaient pour ce si beau club. Et il a tout fait pour. Il s'est réduit même son salaire de 20 à 30%. Alors, je vois beaucoup qui tapent sur Monsieur Watzke. Oui, on peut peut-être. Mais si vous tapez sur lui, regardez tout ce qu'il a fait pour le club, tout ce qu'il fait pour le club, qu'il œuvre. Si vous voulez l'insulter, il n'y a aucun problème. Mais peut-être faites mieux que lui. J'en suis pas sûr. C'est un homme qui est dévoué au club. Donc, félicitations à lui. J'espère qu'il nous emmènera encore vers une autre dimension parce que le foot change. L'association, enfin, tout le monde associatif des clubs sportifs change. Donc, à lui, je pense, de nous prendre dans le bon tournant par la suite, de remettre sur le Borussia Dortmund un peu, je veux dire, quelque chose qui fait qu'on aille en avant et qu'on reste quand même le club familial et pourquoi on y va nous et pourquoi on aime ce club et pourquoi il est spécial, quoi, hein, je veux dire. Voilà. Voilà. Après, c'est vrai que tu dis il a été élu à 59%. Tout le monde, d'après les sondages, attendait au moins 70%. Donc, c'est une petite déconvenue pour quand même l'équipe Watzke, quand même, quoi, hein, je veux dire. Et il y a eu quand même pas mal de sifflets. Alors, il y a des. Moi, j'ai regardé un peu l'Assemblée Générale parce que ça a duré très, très longtemps. Hein. Ils ont mis un sujet. Il y a quelqu'un qui a évoqué l'époque où on a fait rentrer ce fameux sponsor qui, au niveau armement, hein, qui fait un peu tâche. Rheinland, je crois que ça s'appelle. Ouais, Rhein, voilà, je ne sais plus exactement le nom, et qui fait un peu tâche au mandat de PDG de Aki, quoi. Mais sinon, dans la globalité, Aki a toujours su trouver. Hein, n'oublions pas, hein, c'est quand même lui qui nous a ligoté, je veux dire, la venue de Klopp aussi. Hein, cette superbe ambiance qu'il y avait et ce travail collectif avec Michael Zorc aussi et tout. Hein, et on a quand même eu de très, très, très belles années. Et le club, hein, je veux dire, dans les années 80, on était anecdotique, je veux dire, avec une belle histoire. Mais il nous a fait quand même passer un cap, je veux dire, après, dans les années 2000, Aki, je veux dire, sur pas mal de choses. Hein, je veux dire, alors, je suis très, très fier de pouvoir l'avoir pu croiser, très fier comme président. Je vous montrerai juste petite, ça on le verra très mal. Mais non, c'est voilà. bien, on la voit bien. On la voit bien. Voilà, c'était à Fribourg. Hein, et j'ai eu la chance de le croiser et de pouvoir échanger quelques mots avec lui, 2-3 mots. Et voilà. En tout cas, félicitations à lui et qu'il nous fasse vivre encore de plus belles années encore au niveau du Borussia Dortmund. Voilà, c'est ça. C'est vrai que tu as dit pas mal de choses et un peu, je vais voir avec Vincent et Kylian s'ils veulent rajouter quelque chose. Mais après, ce qui a pas aussi une peur, c'est qu'ils continuent un peu à tirer les ficelles sur certaines décisions qui devront être prises au niveau mercato. Ouais, c'est ça. On en parlait avant, souvent en interne entre nous. On trouvait qu'il avait mis des personnes, genre qu'il a mis Ricken à son poste. Donc, on trouvait que c'était. Voilà, on pense que c'est toujours lui qui tire les ficelles. On trouve qu'il y a un problème dans la direction entre Ricken et Kehl au niveau. Je trouve que ça ne fonctionne pas bien. Alors, il faudra peut-être faire quelque chose pour remettre les choses à plat parce qu'il y a quand même un gros problème là-dedans, hein, je veux dire. On sait qui prend ce poste du coup de PDG. C'est quoi, c'est Ricken qui prend ou... Normalement, oui, c'était Lars-Ricken qui devait prendre son poste, quoi. Hein, je veux dire, parce que Aki avait déjà été parti d'une partie et de son poste. Ouais. Il gérait plus que la partie économique, je crois, mais au niveau sportif et tout, Ricken qui gérait, quoi. Hein, je veux dire. Ok, donc mais voilà, là, il y a
Ouais, là, il y a un problème, je pense, de communication, de savoir qui est l'homme fort du club, qui peut faire qui et quoi. Je pense que là, on a des gros problèmes là-dessus. C'est l'entente qu'on avait à l'époque entre l'entraîneur, le sport director, la présidence, quoi. Donc, je pense que là, il y a pas mal de travail là-dessus, parce que il faut que les trois, avec l'entraîneur, que ça puisse fonctionner. S'il y a des guéguerres internes, on le voit, depuis quelques années chez nous, ça pose problème, quoi. Voilà. Ok. Je ne dirai rien plus. Je vais laisser. Oui, on va voir un peu comment ça va se mettre en place, et de toute façon, il faut un peu de temps aussi, donc une AG. Kylian, Vincent, vous voulez rajouter quelque chose sur Aki ou... Félicitations à lui. Maintenant que dans son nouveau rôle, il maintienne la grandeur de notre club, voilà. Et puis on réinstaure comme l'a dit Franck, toujours cette ambiance et cette relation familiale qu'on a. Et puis bon, bah voilà, qu'il continue, et puis longue vie à son nouveau rôle, et moi je lui souhaite que le meilleur. Enfin, je nous souhaite que le meilleur. C'est ça. Donc, moi, ça semble logique, et puis et je pense qu'il saura tenir les rangs du Borussia Dortmund. Et après, c'est quoi? C'est une élection sur 2 ans, 3 ans? Je ne sais plus combien de 3 temps ans. exact. 3 ans. 3 ans. Si Voilà. je dis pas de bêtises, c'est 3 ans. C'est ce que j'ai entendu, on veut dire. Voilà. Donc, juste comme tu as regardé l'AG, le vote de l'armoire riche sur le changement, tu as vu si ça a été. Non, je n'ai pas suivi celui-là. Tu n'as pas suivi. Bon. Non, j'ai suivi quelques votes, dont l'élection membre honoraire de notre Stadionsprecher, Norbert Dickel. Donc, il est devenu Mitglied d'honneur, quoi, je veux dire, Okay. avec encore Monsieur Kolbe, qui était aussi annoncé, quoi. Voilà. Mais je n'ai pas vu au niveau du logo, quoi. Je veux dire. Ouais. Voilà. Bon, normalement, ça doit être voté non. Je pense qu'à la majorité, je vois pas pourquoi on changerait. Et puis ils en auraient parlé. Je pense que si ça avait été voté oui, je pense positivement, on aurait entendu parler. Kylian, tu veux rajouter quelque chose ou on clôture avec notre président? Watzke, au-delà même de tout ce qu'a pu dire Franck, c'est sans doute la personnalité allemande la plus influente dans le monde du football allemand, en fait. Donc, faire de lui le président de ton institution et apposer ta propre politique, effectivement, ça coulait de source. Mais maintenant, 59%, t'es passé, mais vraiment comme au 100 mètres, quoi. Tu vois, tu t'es projeté en avant, quoi, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai que c'est quand même un homme qui a des épaules qui sont imbougeables. Honnêtement, tout ce qu'il a réussi à supporter au fil des décennies, c'est assez admirable. Mais c'est quand même un garçon qui met avant tout la stabilité financière et économique devant tout le reste, en fait. Mais parce que c'est quelqu'un qui vient du monde de la finance aussi, quelque part. Et c'est pas une mauvaise chose, en fait. C'est pas un défaut. Mais je trouve ça mieux qu'il ait la gestion politique et qu'il soit le visage du club et qu'il se détache maintenant, à 64 ans quand même, du sportif pour laisser la place à la nouvelle génération, donc en l'occurrence Lars Ricken, et enlever un cerveau du schéma de pensée de l'avenir du sportif du football club de Dortmund. Pour moi, ça peut être que positif. Parce que maintenant, tu vas voir qui est Ricken, en fait. Tu vas voir si les résultats vont tomber sportivement et pas économiquement. Est-ce que Lars Ricken, qui est jeune, il a 40 ans et quelques, un peu plus peut-être Aki en a 66, pas 64. 66. Pour moi, ça peut être que bon, en fait, de le voir se détacher, en fait, d'un rôle dans lequel il était enraciné pour laisser une vague de fraîcheur dans les années qui viennent, quoi. Ouais, voilà. Et après, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'en espérant que Watzke ne tient toujours pas les cordes derrière par rapport à Ricken qui au final est juste là, entre guillemets, pantin et de devoir dire ce que Watzke va entendre. Donc, on verra. On verra un peu ce que 49 pour Ricken. Hein. 49 quand même. Il t'a sorti toutes les dates, tiens, paf. Même les anniversaires de. On s'arrête assez jeune quand même pour. Oui. Après, oui, Lars avait fait du très bon travail en jeune. Je suis un peu plus dubitatif sur son début pour l'instant, mais
Maintenant, voir comment ça va se passer, vu que maintenant, Aki est plus dans le donc, voir comment ça peut fonctionner, quoi, je veux dire. Donc, Ok. Parce que il garde encore ses postes à la DFL et aussi à l'UEFA en même temps. Ouais, oui, ok. oui, Ouais, donc bah, il y tient. Hein. Et c'est un peu ça qui fait baisser sa cote aussi, parce que vous savez très bien qu'il avait voté pour l'actionnariat au niveau, enfin, pour qu'un actionnariat extérieur vienne au niveau de la Ligue allemande en tant que sponsoring. Hein, et bon, ça avait échoué parce qu'il fallait qu'il y ait, je crois, 24 ou 25 clubs. Hein, il n'y en avait que 22 qui avaient voté pour. Donc, ça a fait un peu de tâche aussi au niveau interne chez nous, je veux dire, enfin au niveau des fans. Parce que j'ai l'impression que, comme je dis, on en a déjà évoqué, on ne va pas le faire le débat ce soir parce qu'il pourrait être trop long sur le 50+1, quoi, hein, je veux dire. Hein. Moi, je pense qu'on vit nos dernières heures du 50+1, enfin nos dernières années, et c'est qu'une question de temps, quoi, je veux dire. Bon. Okay. Après, c'est un autre débat, ça. Ouais, un autre débat, mais ça pourrait être un débat un jour qu'on peut mettre dans une émission et où quand ça repart ou qu'il y a un débat qui repart là-dessus, on le mettra avec grand plaisir. Messieurs, on va clôturer avec le match de Villarreal qui nous attend mardi. Comme ça, bah, écoutez, on aura fait une belle grosse émission. Je pense que ça sera la première aussi longue. Mais bon, il y avait quand même des sujets importants à traiter. Et puis, c'est pas vu pendant 2 semaines. Donc... Voilà, c'est ça. 2 semaines sans activité, on était avare de propos. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc du coup, le match de Ligue des Champions qui nous attend donc mardi soir contre Villarreal. Alors hop, avant ça, je vais vous mettre ceci, qui est leur passage actuellement, les matchs qu'ils ont effectués en Ligue des Champions. Donc c'est vrai, un tirage pas facile quand même pour eux. Donc Tottenham, Juve, Manchester City, Pafos, nous, Copenhague, Ajax et Leverkusen. Écoutez, 3 défaites, un match nul à la Juventus, mais sauf que c'était chez eux, à Villarreal. La grosse surprise quand même, c'est Pafos, qui se sont inclinés 1-0. J'ai envie de vous dire que Villarreal vient chez nous dans un espoir de victoire, parce que c'est la seule chose qui peut encore les sauver pour une possible qualification en 16e, parce que les 8e, le top 8, ça sera plus possible. Tiens, qui c'est qui veut commencer Kylian. Là, tu montres effectivement ce qui nous intéresse, c'est les résultats en Coupe d'Europe qui sont vraiment, vraiment pas bons. Maintenant, en Espagne, oui. Attention, parce qu'en Espagne, il reste sur, je sais plus, je crois que c'est 4 ou 5 victoires d'affilée. Ils sont 3e au classement avec. Comme Frock nous montre. Ils sont 3e au classement et ils sont. À 3 points 3e à 2 points du Real. À 3 points du Real. Ils ont de l'avance sur l'Atlético aussi. J'ai le classement là, ils sont à 3 points du Real. Parce que le Real est en train. On parle en même temps, les deux. Parce que le Real est en train de jouer maintenant, en fait. Ils sont en train de jouer là, donc c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et ils ont un point d'avance sur l'Atlético Madrid. Ils restent du coup sur 4 victoires d'affilée contre Mallorca, contre l'Espagnol, contre Vallecano, contre Valence à l'extérieur. Voilà. Ah voilà, c'est tout. Voilà comment est ça ça y est. Voilà de faire couper la parole à Franck. Tu lui coupes, il te dégage. Il allait manger les tapas. Ouais, c'est ça. Du coup, Franck, qu'est-ce que... Non, vas-y, laisse-le à Vincent. C'est vrai que, alors, pour être honnête, avec Vincent, on a déjà tourné l'émission jeudi sur Villarreal, donc il a déjà donné un peu son avis, donc je voulais finir avec lui. Attends, je ramène Kylian, tiens. Attends, mais ça fait longtemps que je suis parti parce que moi j'étais en train de parler, en fait, j'avais même pas vu que j'étais parti. Non, tu viens de partir là, il y a 30 secondes. En fait, quand tu as coupé Franck, t'es parti. Je le ferai plus jamais. Non, mais en fait, je voulais juste te dire que Villarreal, c'est une équipe vraiment pour l'interrogation parce que comment tu peux être à ce point-là aux fraises en Europe et être aussi bon dans ton pays, sachant qu'actuellement, ils sont 32e. 32e sur 36. Il n'y a que 4 équipes qui font moins bien qu'eux. C'est Copenhague, le Kairat Almaty et ensuite Benfica et l'Ajax qui sont absolument aux fraises. Ils ont 0 points tous les deux.
Donc, ils jouent déjà leur survie. Donc, moi, je vois pas non plus de joueurs fantastiques dans l'effectif de Villarreal, parce que Miko Tadze, ça marche pas trop son arrivée. Ils n'ont pas de joueurs vraiment stars. Ça, j'imagine que vous en avez déjà parlé avec Vincent. Avec Vincent, on en a parlé de la compo. Ouais. Donc, tu as Nicolas Pepe qui est là. Ouais, Mais, oui, c'est un d'accord. peu Mais vieux. je veux dire, dans l'esprit, à chaque poste, tu es meilleur. Tu joues à domicile. Pour moi, c'est victoire nécessaire et obligatoire contre Villarreal. Ah oui, c'est clair. Mais pour les deux équipes, au final, c'est une victoire qui est hyper importante. Nous, pour continuer et eux, pour survivre et de dire, bon, on a encore une chance peut-être de se qualifier. Vincent, du coup, tu changes tes propos, tu gardes les mêmes propos que jeudi. Non, moi, je garde les mêmes propos. Après, c'est sûr que quand on voit un petit peu le parcours qu'ils font dans leur championnat, ils sont excellents. Quand on voit leur situation à l'heure actuelle en Coupe d'Europe, ça fait, ils sont nuls, là, faut dire la vérité. Hein. Maintenant, si on doit par rapport à nous faire le constat, c'est sûr que c'est la victoire, elle doit être obligatoire. Hein. Il y a pas de secret. Et puis, on en a besoin pour pouvoir gratter le maximum de points pour rester en vie dans cette compétition. Moi, et j'aimerais une victoire de notre club. Et puis, j'avais parié avec toi, on veut une victoire de 2-0. Voilà, c'est ça. Je m'en souviens encore. Bah, écoute, on verra un peu ce que ça donnera. Alors, petite info, on n'a jamais rencontré ce club en compétition européenne. Ça sera le premier match. On a fait 2 matchs amicaux contre eux en 2022 où Villarreal s'impose 2-0 et en 2024 un match nul 2-2. Donc voilà, ça sera une première découverte pour ce club. Écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, on est pas mal. Donc du coup, pas d'émission en direct demain à 20h, comme je fais le déplacement pour rejoindre Vincent et qu'on y aille ensemble mardi à Dortmund. Donc, mais on vous a quand même préparé une émission avec Vincent qui était à mes côtés, où on vous a présenté Villarreal dans les contours, dans ce qu'on pouvait savoir et ce qu'on a trouvé sur un peu Internet. Et donc, elle sera en ligne demain à 20h sur le compte YouTube, comme d'habitude. Je ferai un petit post sur Facebook, Twitter et Instagram pour vous donner les émissions. Et puis voilà, donc ouais. On va vivre un beau moment de Ligue des Champions. Et puis, Oh moi, oui. ça me fait toujours plaisir de remonter à Dortmund. Et puis voilà. Donc, il y a Mathéo qui dit une émission spéciale devant le stade à 3h du match. Allez, on compte sur vous. Alors, je ne sais pas si on va se motiver à faire ça. Mais Maxime est en cas, burn-out. Ça, il ne le dit pas, ouais. mais il est en burn-out en fait. J'ai envie de profiter un peu de mon moment sur place. Et puis après, on vous mettra des photos, des vidéos sur les comptes des Galliche Jungs aussi pour le compte des supporters de Dortmund en France. Donc voilà. Mais on vous mettra des petits trucs quand même pour vous faire Oui. partager tout ça. Messieurs, merci pour cette longue émission qui a fait plaisir à retrouver tout le monde. Et écoutez, passez une bonne soirée, une bonne semaine aussi. Puis on se retrouvera du coup, nous, mercredi à 20h ou 21h, je vous dirai un peu l'heure en fonction de la fatigue, pour débriefer de ce match en espérant, comme d'habitude, que ça sera positif. Voilà un peu tout. Merci. Merci à ceux qui étaient aussi présents à l'émission, qui nous ont écoutés. Et puis, comme on dit en Allemagne, tchuss! Tchuss! Au revoir. Oh, dis donc, on a vite dégagé. Hein. Oh,